Bonsoir Mathias Wechter. Très heureux Bonsoir, très Michel. heureux de vous voir derrière l'écran. Euh, donc c'est un entretien pour le Conseil scientifique de l'Union des fédéralistes. Donc, vous nous faites l'honneur d'être membre depuis longtemps, je crois, hein. Ça fait près de 3 ans, il me semble, quand on avait créé le Conseil scientifique. Mathias, vous dirigez depuis 2014 le CIFE, Centre européen d'études européennes, qui est établi à Nice et je crois à Berlin aussi. Vous avez un parcours européen au niveau de vos études et de l'expérience professionnelle. Pouvez-vous nous en dire plus sur votre parcours? Oui, merci Michel pour l'opportunité de cet entretien, pour présenter un peu mon parcours et mes visions de l'Europe d'aujourd'hui. Euh, Par rapport à la question concernant mon parcours, j'ai commencé un parcours académique, d'historien plutôt classique. J'ai fait une thèse sur l'histoire des États-Unis. Après, j'ai intégré le département d'histoire contemporaine de l'université de Fribourg en Brisgau, dans le sud-ouest de l'Allemagne. Et comme je me suis toujours beaucoup intéressé à la France, j'ai fait des études à Paris, j'ai été chercheur à Paris. Je souhaitais passer une période de ma carrière universitaire en France. Et donc, c'est par cet intérêt pour la France que je suis venu à Nice et que j'ai commencé à travailler pour le CIF. Et c'est par le biais du CIF que j'ai commencé à m'intéresser vraiment de la construction européenne, du fédéralisme européen et de l'histoire de la construction européenne. C'est un peu le background universitaire de mon parcours. Merci Mathias. Euh, En fait, vous avez obtenu, je crois que c'était en 2006, le prix parlementaire franco-allemand avec un livre, en fait, plus ou moins, Des Mythos des Gaullismus. Alors, c'est l'axe franco-allemand, c'est la question que je vais vous poser. L'axe franco-allemand, il a été dans l'histoire européenne des 80 dernières années un moteur, certainement un moteur certain de la construction européenne. Quels en ont été les moments forts? Où en est-on en 2025, où apparemment il y a parfois un certain scepticisme et on parle parfois aussi de perte de confiance entre les partenaires? Oui, effectivement, Michel, mon livre parle du gaullisme de Charles de Gaulle et le mythe qui entoure cette grande figure. Mais pour moi, les moments forts du franco-allemand, du couple franco-allemand commence beaucoup plus tôt que les généraux de Gaulle et Adenauer. Ça commence pour moi avec Robert Schuman et Konrad Adenauer, ou plutôt Schuman, Monnet, Adenauer, et la grande histoire de la CECA, de la communauté économique du charbon et de l'acier. Et cette entente entre ces personnes, entre Schuman et Adenauer, tous les deux fortement marqués par la Deuxième Guerre mondiale, par la souffrance sous le nazisme, et qui étaient tout à fait d'accord sur les stratégies à mettre en œuvre pour dépasser l'antagonisme franco-allemand. Donc, c'est le premier moment fort du franco-allemand. C'est souvent oublié, comme, disons, dans la Vulgata du franco-allemand, on fait commencer tout par le général de Gaulle et Adenauer et le traité franco-allemand de 1963. Il ne faut pas oublier que le général de Gaulle était fortement opposé au supranationalisme, qui Mhm. était quand même la méthode de la construction européenne empruntée par Schuman, Monnet et Adenauer. Donc, un deuxième moment fort, pour moi, c'est la période de Giscard d'Estaing et de Helmut Schmidt. Giscard d'Estaing, le premier non-gaulliste à la tête de la Ve République, qui se comprend comme Helmut Schmidt, comme un disciple de Jean Monnet, donc qui est comme Schmidt convaincu de la méthode de progresser en petits pas avec des objectifs clairs et réalistes,
Et ces deux hommes d'État, ils font avancer dans une période de crise, les années 70, une période de crise, la construction européenne, par exemple, avec la création du Conseil européen. Aujourd'hui, nous en avons un très, très important. C'est une création franco-allemande par Giscard et Schmitt. Après, nous avons les premières élections directes au Parlement européen, aussi initiative franco-allemande, le système monétaire européen à une époque où les États-Unis avaient abandonné le système monétaire international. Les deux se mettent ensemble se mettent d'accord sur une initiative européenne pour donner de la stabilité au système monétaire. Le troisième moment fort, c'est bien sûr Mitterrand et Kohl, la relance européenne qui commence dans les années 80, la création du marché intérieur et l'ancrage européen de la réunification allemande voulue par Mitterrand et Mhm. le traité de Maastricht. Donc, pour parler un peu de la période actuelle, la période de Macron et Scholz ne va pas rester dans les esprits comme un moment fort du partenariat franco-allemand. Ceci est dû à plusieurs éléments, surtout les conséquences de l'agression russe contre l'Ukraine. Car les deux pays ont, dans un premier temps, tiré des conséquences différentes de ce bouleversement. L'Allemagne, qui se sent beaucoup plus exposée à la menace russe que la France, s'est tournée encore plus vers les États-Unis, donc Mhm. leur protecteur historique et aussi un protecteur jusqu'à maintenant nécessaire pour l'Allemagne, qui n'a pas sa propre capacité nucléaire. La France, au contraire, a encore plus accentué le motif de l'autonomie stratégique européenne, donc un leitmotiv du Mhm. président Macron depuis 2017 qui n'a jamais été vraiment épousé par l'Allemagne et Mhm. qui, pour Macron, se justifie par les bouleversements qui se sont produits depuis 2022 et qu'il a encore plus promu depuis l'attaque russe contre l'Ukraine. L'Allemagne, au contraire, est devenue, dans un premier temps, encore plus transatlantique. D'autre part, la France, nos politiques énergétiques sont devenues très contradictoires. La France mise encore plus sur le nucléaire, tandis que l'Allemagne est fière d'avoir arrêté les derniers réacteurs nucléaires en 2023. Donc, ce qui a aggravé la situation était le fait que Scholz a dû diriger un gouvernement très divisé. Ce n'a pas du tout facilité la coopération franco-allemande. Merci. Une question subsidiaire peut-être, est-ce que avec le nouveau chancelier Merz, ça va entraîner des changements substantiels? Je pense le changement ou le nouveau chancelier, le nouveau gouvernement est concomitant avec ce bouleversement mondial qui est l'arrivée de Trump ou le retour de Trump. Et dans ses premiers, disons, commentaires Mhm. par rapport à cette nouvelle situation, le futur chancelier Merz s'est positionné très en phase avec le projet macronien d'une stratégie ou d'une autonomie stratégique européenne. Donc, je pense par la force des choses, l'Allemagne deviendra moins transatlantique. Or, plus stratégiquement, plus européen et plus en phase avec le projet français. Ok, merci. Je vois derrière vous le catémono du CIF. Oui, Oui, très bien. Alors, je voudrais avoir quelques mots sur le CIF, sur ce que ça signifie, le travail, son objectif, ses activités. Cet institut réfléchit aussi forcément sur le fédéralisme européen.
Alors, quelles sont les différentes modalités de fédéralisme? Parce qu'il y a différentes nuances. Dans le monde, il y a 40 pays soi-disant fédéralistes de différentes manières, donc il y a des nuances. Moi, j'ai compris que le CIF s'appuie sur l'idée que l'on appelle le fédéralisme intégral, avec promu par Alexandre Marc, qui était aussi d'ailleurs à une époque secrétaire général de l'Union des fédéralistes français. Donc le fédéralisme intégral, c'est la branche du fédéralisme qui traite d'un modèle d'organisation en général. À la différence du fédéralisme hamiltonien, donc Hamilton, c'est aux États-Unis, hein, la Constitution américaine, qui se concentre essentiellement sur des institutions. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, notamment sur ce fédéralisme intégral et puis les différentes modalités de fédéralisme qui existent? Bon, peut-être je commence par le CIF, donc le Centre international de formation européenne, et qui est un organisme dans ses origines marqué par une certaine dualité. Donc il y a à la fois la personnalité d'Alexandre Marc que vous avez évoqué. Alexandre Marc, un intellectuel d'origine russe, immigré en France après la révolution bolchevique, qui s'est installé à Paris et qui était parmi les fondateurs du mouvement personnaliste. Donc les personnalistes des années 30 qui se positionnaient entre les extrêmes, l'époque entre le fascisme et le communisme, et qui ne s'alignaient pas non plus avec le libéralisme et qui mettaient au centre de leur pensée politique et sociale la personne humaine dans ses relations sociales et humaines. Donc, ce personnalisme, Alexandre Marc l'a, disons, fait évoluer vers un fédéralisme personnaliste après la Deuxième Guerre mondiale, influencé surtout par Proudhon, par la lecture de Proudhon. Donc, il a, dans une certaine manière, allier le personnalisme qu'il avait aidé à créer lui-même avec le modèle d'organisation sociale et politique de Proudhon. D'où résulte alors sa propre version du fédéralisme qu'il appelle d'abord fédéralisme personnaliste, après fédéralisme intégral ou fédéralisme global. Donc, comme vous dites, une façon de voir le fédéralisme non seulement comme une modalité d'organisation politique, mais une modalité d'organisation de toutes les formes de sociabilité humaine. Marc a consacré sa vie d'intellectuel à promouvoir cette idée de fédéralisme intégral. Le CIF est bien sûr était à l'origine fortement marqué par son fondateur, mais il est aussi marqué par les circonstances de son origine. Il a été lancé, il a été fondé en 1954. Donc, nous avons fêté il y a un an les 70 ans du CIF. Donc, 54, un moment de crise de la construction européenne, l'échec de la communauté européenne de défense, grande frustration pour les fédéralistes européens qui se disent les États ne sont pas en mesure de faire avancer la construction européenne. Donc, il faut faire autre chose. Il faut miser sur l'éducation. Il faut éduquer des citoyens, des jeunes cadres de la construction européenne pour la faire avancer par le bas, par la société. Donc, c'est donc Alexandre Marc avec l'UEF, avec des grandes figures de l'UEF comme Henri Freinet, lance en 54 le CIF, qui s'appelle donc Centre international de formation européenne et pas fédéraliste. Hein. Il est bien sûr marqué par cette idée du fédéralisme intégral, mais qui concentre sur ses activités essentiellement sur la promotion de la construction européenne. D'abord par des moyens de séminaires qui s'adressent à toutes les couches de la population et de plus en plus
vers l'enseignement supérieur. Et c'est maintenant la vocation principale du CIF, c'est promouvoir la construction européenne par l'enseignement supérieur, et ceci avec un soutien financier de l'Union européenne, hein, qui soutient depuis des décennies le CIF et ses activités. Très bien, merci. En fait, je vois sur le cathémono quatre villes. Je vois Nice, Berlin, Bruxelles et Istanbul. Voilà. Oui, parce qu'il y a des centres CIF dans les quatre villes ou Notre siège est à à Nice. Nice. Nous Oui, avons un bureau à Berlin. Nous oui. avons une petite représentation à Bruxelles. Et nous Mhm, avons, depuis 2005, des mhm, activités d'enseignement à Istanbul. Depuis le lancement des négociations d'adhésion avec la Turquie, nous mhm, avons des activités d'enseignement à Istanbul et mhm. deux collaborateurs qui sont basés à Istanbul. Donc, c'est pour ça que nous avons Oui. ces quatre villes Oui. sur notre affiche. Voilà. Ah, Hmm. d'accord, merci. Merci pour toutes ces informations. Dans votre parcours, vous vous êtes intéressé à l'histoire des États-Unis, puisque en fait vous avez vécu dans ce pays. J'ai compris que vous avez été à Washington, dans le Wisconsin, en Californie. Alors, comment juger les relations Europe-États-Unis à l'aune de l'histoire et dans les circonstances présentes, qui, je crois, on peut les cataloguer de préoccupantes, euh, assistons-nous, bien sûr, à une crainte en ce qui concerne les relations entre l'Europe et les États-Unis, mais aussi un certain démantèlement du fédéralisme américain. Est-ce que c'est une crainte avérée? Pas avéré par rapport au fédéralisme. Donc, la deuxième question, actuellement, il reste encore un garde-fou qui marche. Je ne vois pas encore une attaque de l'administration Trump contre le fédéralisme. Mhm. Les autres checks and balances, les autres mécanismes de contrôle du fonctionnement du gouvernement américain, il faudra voir s'ils vont résister à une deuxième présidence de Trump. Et là, une date charnière va être 2026, donc les élections au Congrès. Si Trump ne va pas produire des résultats économiques satisfaisants, il va être sanctionné par les électeurs. Ça, c'est clair. Les électeurs, les Américains ont voté Trump pour des raisons économiques et ils ont voté contre Biden ou contre l'administration Biden parce qu'elle a, dans l'esprit des Américains, amené l'inflation. Donc, si Trump ne délivre pas des résultats, il va être sanctionné. Et à ce moment-là, s'il a un congrès dominé par les démocrates, je pense le fonctionnement normal du système politique américain va être remis en place. Jusqu'en 2026, c'est surtout la justice qui doit être un garde-fou contre les attaques de Trump, contre l'administration, contre les agences indépendantes, etc. Donc ça reste à voir, ça reste à voir. C'est encore trop tôt pour le dire. Par rapport à votre première question, les relations États-Unis-Europe à l'aune de l'histoire. Bon, bien sûr, c'est une période critique des relations Europe-États-Unis. Nous, Européens, traditionnellement, et surtout nous, Allemands, bon là, je parle en tant qu'Allemand, avons tendance à oublier que les États-Unis se sont construits sur un rejet de l'Europe, sur la volonté d'être à part, différent, meilleur que l'Europe. À partir du 19e siècle, ils ont construit leur démocratie pas comme quelque chose d'importé de l'Europe, mais comme leur propre création, créée dans le processus de la conquête du territoire. L'isolationnisme américain est beaucoup plus ancien que l'interventionnisme. L'interventionnisme date du XXe siècle. Il date de Wilson. Il a été renversé en 1920 par les républicains, après remis sur le tapis par Roosevelt. Il est resté, disons, la tendance générale de la politique
étrangère américaine jusqu'à très récemment, mais l'isolationnisme était toujours là, il reste très enraciné, il est toujours possible de le mobiliser, de le réactiver, ce que Trump arrive à très bien faire. Nous, Européens, nous voulons toujours avoir l'Amérique de nos désirs, une Amérique transatlantique étroitement liée à nous. Mais peut-être que la phase du transatlantisme n'a été qu'une période relativement courte dans l'histoire culturelle, politique des États-Unis. Ce que je crains, c'est ce que je crains. Je suis en faveur du transatlantisme, que je crois aussi à notre communauté d'esprit Mhm. avec les Américains, mais il ne faut pas oublier qu'il y a une grande tradition politique, culturelle américaine qui a tourné le dos à l'Europe. Et Trump, donc, ne vient pas de nulle part. Il se construit sur un socle politique ou culturel qui est très, très fort. Donc, Mhm. c'est sur cette base qu'il faut maintenant construire des relations constructives. C'est tout ce qu'on peut espérer. D'accord. Et vous êtes relativement confiant malgré ce qui se passe? Je suis confiant qu'on peut négocier avec Trump, Mhm. qu'on peut arriver à des résultats, ce que Jean-Claude Juncker a réussi dans son mandat comme président de la Commission. Il y avait déjà à l'époque la menace d'une guerre commerciale avec les Américains et Juncker a réussi à faire une transaction avec Trump qui a évité la guerre commerciale. Donc, à mon avis, c'est possible, mais bien sûr, il faut que l'Europe se resserre et ne se fait plus d'illusions sur la possibilité de se reposer sur un parapluie de sécurité prêté Mhm. par les Américains. Ok, merci. On va maintenant venir en France. Vaste sujet. Voilà. Et votre éclairage est important pour nous. Vous avez publié un ouvrage, L'histoire complète de la France au XXe siècle. Histoire de la France, pas complète, elle n'est pas complète. C'est pas complète, alors parce que quelque part c'est marqué complète, mais enfin l'histoire de la France au XXe siècle. Ouais, ouais. Voilà. Alors comment résumer l'évolution de ce pays? Moi, je le vois très centralisé. Bien sûr, c'est un des créateurs de l'intégration européenne, mais ce pays est-il fongible dans le fédéralisme, qu'il soit européen ou sur son territoire même? On parle de la décentralisation, déconcentration. Et là, on peut y voir de grands contrastes avec votre pays d'origine, avec l'Allemagne. Est-ce que la France et le fédéralisme, c'est pas antinomique? Bah, la France et le fédéralisme européen, à mon Oui, avis, non, ce n'est pas antinomique. L'histoire a prouvé que c'est possible oui. et qu'on peut avoir des hommes et femmes d'État français qui sont pour le fédéralisme européen. Bon, on pourrait dire qu'un pays fédéral comme l'Allemagne serait mieux préparé à intégrer une structure fédérale comme l'est l'Union européenne. Bon, elle n'est pas tout à fait fédérale, mais elle a des éléments, bien sûr, des éléments fédéraux. On sait maintenant que ce n'est pas nécessairement le cas. Hein. La France a été, comme vous le dites, une force de proposition et elle est de nouveau une force de proposition au sein de l'Union européenne. C'est le mérite du président Macron que la France est redevenue une force de proposition. Elle n'était plus, disons, depuis 2005, à mon avis, depuis l'échec du référendum sur le traité constitutionnel, la France a arrêté à être une vraie force de proposition. C'est Macron qui a remis la France comme force de proposition au centre de l'Europe. L'Allemagne, avec ses gouvernements de coalition, a parfois du mal à se mettre d'accord Mhm. sur des positions européennes communes.
comme c'était le cas sous le dernier gouvernement. On n'a jamais entendu une vraie proposition, une vision européenne venant de ce gouvernement, du gouvernement. Même si dans le programme initial de cette Oui, coalition, c'était marqué, oui, 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 ouais. c'est marqué, Création oui, d'un État fédéral européen, mais on n'a vu jamais un pas vers, venant de l'Allemagne vers cet État fédéral européen. D'autres aussi, quand on regarde la transposition des directives européennes dans le cadre national, la France en sort plutôt bien. La France arrive très bien à le faire. L'Allemagne, bien sûr aussi, mais la structure fédérale n'est pas toujours propice à promouvoir une transposition harmonisée des directives européennes sur le pays, hein. Donc la France arrive bien à le faire grâce surtout à la centralisation, grâce à la décentralisation qui a été menée depuis les années 80. Sans la décentralisation, je pense la France se sortirait beaucoup plus mal en Europe qu'aujourd'hui. Ce qui manque en France, ce qui manque cruellement, c'est la participation des régions, des collectivités territoriales à la prise de décision nationale. Ce qu'on appelle en anglais le shared rule, ce que nous avons en Allemagne à travers le Bundesrat, donc la Chambre des Länder. Je pense que c'est un élément très, très important que les régions, les collectivités régionales participent aussi aux décisions nationales. Là, on n'a rien en France. On n'a rien sur ce plan. Et donc là, il y a certainement, disons, de la marge de manœuvre ou d'amélioration pour ce qui est, pour ce qui est de la France, hein. Merci. En fait, aussi bien enfin, à l'UF qu'au CIFE, nous sommes quand même persuadés que une partie de la solution à nos problèmes, c'est la fédéralisation de l'Europe. Oui. Peut-être dans le contexte de l'Union européenne ou d'autres schémas, je n'en sais rien. Alors, comment faire? Parce que enfin, c'est pas un obstacle, parce que le citoyen, c'est important. Mais comment convaincre nos citoyens, aussi bien en Allemagne, en France, que c'est la solution? C'est un travail de longue haleine, c'est un travail sur plusieurs plans où plusieurs acteurs doivent intervenir. C'est un problème de discours politique. Il y a toujours trop d'hommes et femmes politiques qui mettent la faute sur l'Europe quand quelque chose ne marche pas ou qui expliquent les processus politiques multinationaux en disant c'est Bruxelles qui le veut, c'est Bruxelles qui l'impose. Bruxelles, ce n'est pas une entité anonyme ou indépendante sans les États membres. Il n'y a aucune décision de Bruxelles qui sort qui n'est pas aussi celle des États membres. C'est aussi le Parlement européen, c'est la Commission. Donc Bruxelles, ça n'existe en tant que décideur, ça n'existe pas. Donc le discours politique, il doit être amélioré. Oui, il doit être plus transparent sur ce qu'est la décision, la prise de décision européenne. Après, il y a un travail d'éducation à l'école. À l'école, enseigne euh, soit pas du tout ou pas assez la construction européenne. Mes fils qui étaient au lycée français, ils ont rien appris sur la construction européenne au lycée français. C'est donc un travail qui doit être fait, mais dans tous les pays, hein, dans tous les pays. C'est mieux en Allemagne par rapport à la France au niveau de Je pense l'enseignement? pas, non. Je pense pas que c'est beaucoup meilleur, beaucoup mieux qu'en France. Après, les universités restent nationales. Mhm. Euh, Sauf des petits établissements comme le CIF, qui a vocation d'être européen et qui ne s'insère pas dans un cadre national de l'enseignement, mais c'est une petite structure. Donc, mais nous pensons que c'est important de donner cette dimension européenne à l'enseignement supérieur. Et bien sûr, une organisation de société civile comme l'UF
euh, fait partie de cet ensemble d'acteurs qui doit œuvrer à contrer les discours nationalistes, anti-européens, et qui sont souvent faux, et qui se basent sur des contre-vérités. Il faut détruire ces contre-vérités. Il faut informer, bien sûr, il faut informer, mais il faut aussi créer un récit positif, un récit constructif de la construction européenne. Et c'est pour cela aussi qu'on est là avec vous dans le conseil scientifique de l'UF pour ranimer le débat autour de la construction européenne dans un esprit constructif. À l'heure actuelle, ce débat est dominé, le débat sur l'Europe reste malheureusement dominé par des détracteurs de la construction européenne. Merci. Effectivement, vous avez abordé le conseil scientifique de l'Union des fédéralistes français. Peut-être qu'un jour, il y aura un conseil scientifique européen. Oui, c'est aussi un Espérons, objectif. ouais, ouais. Oui, voilà. Alors, le nôtre, il a été constitué il y a 3 ans, il y a maintenant 3 ans. Vous en êtes membre depuis l'origine, je crois, avec 30 universitaires de différents domaines. Donc, nous, ce que l'on souhaite, c'est un travail un peu d'équipe dans ce conseil scientifique avec toutes les compétences qui sont réunies. Alors, comment voyez-vous l'activité de ce conseil depuis qu'il a été créé? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer ses performances dans un contexte actuel où effectivement on doit parler davantage et de manière positive, davantage d'Europe, de fédéralisme, etc. Bah, d'abord, je suis très content d'être membre de ce conseil scientifique et vous avez réussi à rassembler des personnalités de horizons très différents, aussi d'origine scientifique très variée. Pour moi, c'est d'abord un lieu de débat autour de l'Europe, autour de l'actualité, une force de proposition pour l'UF, mais aussi pour le public général. Donc, nous avons réussi à publier des tribunes pour peser dans le débat, pour articuler des idées, pour donner des pistes de réflexion. Et avec cela, nous faisons partie de cet ensemble dont j'ai parlé, cet ensemble d'organisations, de cercles de réflexion qui œuvrent pour un débat constructif autour de l'Europe, non pas en approuvant tout ce que se passe en Bruxelles, ce n'est pas notre tâche, mais dans un sens de critique constructive. Et à la fin, pas à la fin, mais à moyen terme, peut-être présenter des visions d'avenir, des visions pour l'avenir de la construction européenne. Où veut-on aller avec la construction européenne? Merci pour toutes ces réflexions, c'était très, très, très utile et très enrichissant. Bien sûr, nous resterons en contact dans le cadre du conseil scientifique ou autre. Et bon travail à Nice, Berlin, Bruxelles, Istanbul pour défendre l'Union, l'Europe en général, et l'idée et les valeurs européennes. Merci beaucoup, Matthias Richter. Merci beaucoup pour cet entretien. Merci.